Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous et ravie aussi de découvrir avec vous ce parcours renouvelé et absolument fantastique. Je vais vous parler d'un peintre auquel est dédiée une salle ici, le peintre Jules Laurent, qui est né à Carpentras en 1825 et qui a d'abord, dans un premier temps, fait ses classes à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, puis à celle de Paris. En 1845, il a tout juste 20 ans. Et il accepte d'accompagner Xavier Omer de Helle, qui est un géographe, dans une mission qui est à la fois une mission culturelle, une mission scientifique d'exploration et une mission diplomatique à travers l'Asie mineure d'abord, puis ce qu'il appelle la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Perse, c'est un terme qui est utilisé en Occident et qui vient des anciens textes grecs. En revanche, le pays lui-même, sur place, est désigné sous le terme d'Iran. Alors à cette période-là, en 1845, le pays est dominé par une dynastie que l'on appelle la dynastie des Qadjars, et plus précisément par le troisième souverain de cette dynastie, Mohammad Shah, que vous avez ici à l'écran dans ce portrait qui est aujourd'hui au musée du Louvre et qui avait été envoyé comme cadeau diplomatique en France. C'est un pays qui est d'une certaine importance, certes, mais c'est une dynastie qui est finalement beaucoup plus faible que l'image qu'elle a voulu montrer, puisqu'elle est prise en tenaille entre deux grandes puissances, les Anglais via l'Inde et la Russie par le Caucase. Donc c'est un pays qui a besoin de s'affirmer sur la scène diplomatique internationale, puisque c'est pour lui une question de survie. Et il va le faire notamment par les arts. Alors revenons d'abord à nos deux voyageurs, qui quittent l'Italie, où ils séjournaient déjà tous les deux depuis quelques mois, en juillet 1946 pour s'embarquer vers l'Orient. Et ce n'est finalement qu'en novembre 1947, après avoir passé plusieurs mois à Constantinople, qui est la capitale de l'Empire ottoman, qu'ils vont parvenir en Iran. Ils y parviennent par la cité de Tabriz. Alors Tabriz, c'est dans... J'essaie de prendre l'autre pointeur. C'est par... Où est-ce que vous voyez quelque chose ? Par ici, c'est la porte d'entrée, c'est vraiment la route qui mène en Iran quand on arrive par l'ouest. Alors cette ville, c'est aussi une ville très importante sur le plan politique parce que même si elle n'est pas la capitale, c'est le fief du prince héritier. C'est là que sont élevés les princes héritiers de la dynastie. À ce moment-là, il se trouve que le prince héritier du moment n'y est pas. En revanche, Jules Laurent et Xavier Omer de Helle vont y rencontrer le gouverneur de la ville, ainsi que le patriarche de Chaldée, c'est-à-dire le chef de l'église de Chaldée. Alors ce gouverneur, il est important pour Laurence puisque celui-ci va le représenter à différentes reprises. Il va d'abord faire des esquisses sur place, puis à son retour, il en fera un portrait que vous connaissez peut-être, qui est exposé à l'étage supérieur et qui est un portrait, je dirais, à l'européenne, mais dans lequel il a mêlé malgré tout des éléments qui viennent de l'art persan et notamment ce petit cartouche que vous avez ici en partie haute. Alors ce portrait, il l'a désigné sous le nom de Vélibek, mais Vélibek n'est pas le nom du personnage, c'est probablement la déformation du titre de ce dernier, qui est le titre de Beylerbey. Donc c'est une déformation de ce nom persan, de ce titre persan, qui est inscrit ici sur le tableau. Ce voyage est extrêmement long, je vous l'ai dit, l'Europe est loin derrière eux, elle a été quittée en 1946, en juillet 1946, et ce n'est qu'en février 1948 que nos deux voyageurs vont atteindre la capitale, Téhéran. À ce moment-là, ils sont reçus par le Shah, ce qui est l'usage du moment, et celui-ci leur décerne l'ordre du Lion et du Soleil, qui est un ordre de chevalerie créé par les Qadjars, spécifiquement initialement à destination des étrangers. Donc ça n'est pas quelque chose qui est utilisé en Iran, c'est vraiment initialement quelque chose destiné spécifiquement aux ambassadeurs et aux étrangers de passage. C'est un ordre très codifié avec différents niveaux, vous avez 8 classes à l'intérieur et en fonction de votre importance à la cour, vous avez l'une ou l'autre médaille, mais tous les voyageurs européens ont cette médaille. Et cette médaille est toujours conservée également dans les collections de Linguin-Mertine. On l'appelle l'ordre du Lion et du Soleil. Vous voyez que c'est effectivement ce qui est représenté sur la médaille ici,
un lion et un soleil derrière, ce qui est la représentation du soleil dans la constellation du lion, donc une représentation astrologique, mais c'est aussi le symbole que va adopter la dynastie des Kadjars. Une fois reçus par le Shah, nos deux voyageurs sont chargés d'une mission tout à fait spécifique qui va leur faire poursuivre leur voyage vers le nord, vers la Caspienne plus précisément, puisqu'ils sont chargés de trouver une voie d'accès dans laquelle on puisse creuser un canal reliant la mer Caspienne à la mer Noire. Et donc ils vont poursuivre leur exploration vers le nord du pays. Cela va leur permettre de découvrir un certain nombre de paysages et en particulier de découvrir les ruines d'un petit palais qui date du XVIIe siècle, du règne de Shah Abbas Ier, Shah Abbas le Grand, qui règne entre 1588 et 1629. Et là encore, le peintre lui consacrera un certain nombre de croquis, de dessins, ces dessins qui sont aujourd'hui conservés à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Vous avez à gauche ici l'un de ces croquis et le tableau qui en a été tiré ensuite par Laurent à son retour, qui est un tableau qui a une durée de confection assez longue puisqu'il l'a vraisemblablement retravaillé à plusieurs reprises entre 1849, date de son retour, et 1894. Donc ce tableau des ruines du palais d'Ashraf, qui est un petit pavillon de plaisance au bord de la Caspienne qui est alors effectivement en ruine, c'est aussi un tableau qu'il va décliner sous différentes formes puisqu'on en trouve plusieurs exemplaires en France, dont un autre qui se trouve à Rouen aujourd'hui, alors qui est une vue de l'autre côté du pavillon. Vous avez une vue ici, la vue de Carpentras, qui est à gauche, et vous avez l'arrière du pavillon avec le bassin, qui est la vue qui se trouve à Rouen aujourd'hui. Alors, dans ce tableau, il y a le paysage tel que Laurence a pu le voir effectivement en Iran, mais il y a ajouté d'autres éléments. Il y a notamment ajouté des cyprès, un paysage qui a des connotations beaucoup plus provençales en réalité qu'iraniennes. Donc c'est presque un paysage un peu fantaisiste qu'il représente ici. Et effectivement, c'est sous le vocable de peintre de paysage qu'il se reconnaît lui-même le plus. Une fois repassés par Téhéran, nos voyageurs vont ensuite poursuivre vers le sud cette fois. Donc ils ont exploré le pays dans deux directions différentes. Et en dernier, vers le sud, vers Ispahan, qui est l'ancienne capitale du XVIIe siècle, une ville qui, au moment du voyage de Laurence, est déjà très ruinée, où beaucoup de bâtiments sont abandonnés et certains seront même complètement démantelés. Là encore, il va refaire un certain nombre de dessins qui vont lui permettre de retravailler ses peintures par la suite, comme cette vue intitulée Sur les toits d'Ispahan, une vue où, pour faire écho à ce que je viens de dire, il déplore sur l'un de ses dessins que le public se soit plus intéressé aux personnages qui les représentent en partie basse plutôt qu'au paysage lui-même. Lui-même se veut peintre de paysage plus que peintre de vues un peu quotidiennes. Néanmoins, dans ces personnages, on peut effectivement reconnaître les Kadjars et les partisans des Kadjars qui sont tout à fait reconnaissables à leur très grand chapeau que vous avez ici, qu'on appelle un kola en persan, qui est un chapeau de feutre extrêmement haut, qui est le symbole même de la reconnaissance et de l'adhésion au pouvoir des Kadjars. Alors, de ce séjour à Ispahan, Laurent ne gardera pas que des bons souvenirs, puisque c'est là que décède son compagnon, Omer de Hell, en juillet, et c'est là aussi qu'il décide non pas de poursuivre l'exploration du pays, mais au contraire de rebrousser chemin et de rentrer en Occident. Il va rapporter néanmoins un certain nombre de souvenirs tangibles de ce voyage, et parmi celles-ci, outre ces très très nombreux dessins, dont je vous ai dit qu'ils étaient conservés aujourd'hui à Paris, à l'École des Beaux-Arts, il va aussi garder quelques objets qui sont, pour une part, dans les collections également de Linguimbertine. En voici quelques exemples. Tout d'abord, 2 petites pages d'albums qui sont des pages que l'on pouvait acheter de manière très facile dans les bazars de Téhéran ou d'Ispahan et qui sont des objets qui sont destinés à la décoration plus quotidienne, mais que l'on va aussi désigner, en tant qu'historien de l'art, sous le terme d'albums de touristes, parce qu'ils ont été très souvent collectionnés par les voyageurs européens qui passaient en Iran à partir de cette période-là. Ils sont extrêmement nombreux au XIXe siècle. Alors, ces albums peuvent être vendus page à page,
ou ils peuvent être également vendus en album même, et parfois même remontés spécifiquement à la demande de l'acheteur. Ici, vous avez deux exemples de petites dames, l'une assise, l'autre debout. Alors, ce ne sont pas des figures réelles, ce ne sont pas des portraits, ce sont des stéréotypes qui ont un prénom malgré tout, prénom qui figure en persan ici. Vous en avez la transcription exacte juste en dessous. Donc le nom français qui figure en dessous est la transcription exacte de ce qu'il y a écrit en persan, mais c'est un nom générique, c'est juste un prénom, il ne désigne pas une personne en particulier. On va avoir de très nombreuses représentations, toujours de la même manière, de ces petites dames. Ce qui va changer, c'est le style, la posture, les couleurs, parfois quelques traits du visage, mais dans l'ensemble, elles sont quasiment toutes identiques. Alors sur ces petites pages, on va retrouver aussi des styles que l'on connaît par ailleurs, soit sur d'autres supports, soit sur des lacs, je vais vous en montrer un autre exemple après, soit sur des peintures de grande dimension, des peintures sur toile. Puisqu'en Iran, le fait d'être peintre n'est pas lié à un support. On est peintre sur tout support. On peut peindre aussi bien sur une grande toile que sur un petit objet tridimensionnel. On n'en est pas moins peintre. Alors, les collections ici conservent justement un autre exemple de ces lacs, une laque rapportée par Laurence. Ici, vous en avez perdu le titre. C'est une petite boîte à décor floral. Donc ici, vous envoyez le couvercle, mais dans les espaces du musée, vous pourrez la voir intégralement, une petite boîte circulaire qui présente un très beau décor floral. Ce type de décor est très à la mode, je dirais, à cette période-là en Iran. C'est un décor qui s'est développé depuis la fin du XVIIe siècle, qui initialement dérive des gravures botaniques européennes qui circulent dès le XVIIe siècle en Iran, qui sont très connues. Et d'ailleurs, cela explique pourquoi on peut reconnaître les essences de fleurs sur cette boîte. On peut reconnaître par exemple des roses, vous en avez ici, des églantiers, vous avez également des jacinthes, etc., etc. Bref, on peut véritablement faire de la botanique sur ces petites boîtes. Et il se trouve que la ville où normalement ces boîtes sont produites en grande quantité, c'est la ville de Shiraz, qui se trouve au sud d'Ispahan. Laurence n'est pas allée jusqu'à Shiraz, mais on sait qu'une famille de peintres d'Ispahan était aussi spécialisée dans ces boîtes, la famille des Emami. Et il est très possible que ce soit à Ispahan que Jules Laurent ait acquis cette petite boîte. On va passer enfin aux stars rapportées par Laurent, qui sont ces grandes huiles sur toile, puisque c'est vraiment ce qui a été le plus important et qui est toujours aujourd'hui pour l'histoire de l'art le plus important et que vous avez probablement déjà pu admirer. Dans les collections de Linguimbertine, il en figure aujourd'hui 4. Laurent en avait rapporté 6, une 5e est au musée Calvet à Avignon et une dernière en main privée. Ce sont donc des peintures sur toile cette fois, une technique qui a été introduite en Iran dès le XVIIe siècle, mais qui va se développer essentiellement à partir de la fin du XVIIIe siècle et à partir du règne du grand-père du souverain que je vous ai montré au départ, ce grand-père s'appelant Fath Ali Shah. C'est lui qui figure sur ce tableau et il est extrêmement reconnaissable. Il est toujours figuré de la même manière sur tous ses portraits qui sont extrêmement nombreux. Il a cette très longue barbe, ses très grands yeux. Il est toujours aussi accompagné, ou quasiment toujours, de sa couronne et des régalias, c'est-à-dire des représentations du pouvoir. Bref, il est vraiment reconnaissable, c'est le souverain en majesté. Alors, ces huiles sur toile, elles ont deux usages essentiellement. Un premier usage qui est diplomatique. On envoie des portraits du souverain à l'étranger. Je vous ai montré celui de Mohammad Shah tout à l'heure. Mais il y en a un autre aussi dans les collections du Louvre, qui est un dépôt du musée de Versailles, qui est aussi un portrait de Fath Ali Shah. Et comme vous pouvez le voir, les deux personnages sont bien les mêmes, même si les mains qui les ont représentés, les peintres, eux, sont différents. Celui de droite est attribué à l'un des peintres de la cour, qui s'appelle Mir Ali, qui travaille au début du XIXe siècle. Celui de gauche n'a pas fait pour l'instant l'objet d'attribution plus précise, mais on pourrait tenter l'exercice. Il est possible que ce soit un autre peintre un peu plus tardif, plutôt dans les années 1820. Donc ça, c'est le premier usage, l'usage diplomatique. Mais ce n'est probablement pas celui qui a été initialement à l'origine de la création du tableau de Linguimbertine,
puisqu'il y a un second usage pour ces peintures sur toile, qui est un usage cette fois architectural. Elles servent en réalité de décor architectural, elles sont prises dans la maçonnerie. Alors vous en avez encore quelques exemples en situation, même si c'est assez rare. Ici, à Cachan, qui est une ville à peu près à mi-chemin entre Téhéran et Ispahan, dans un pavillon de la première moitié du XIXe siècle, un pavillon situé au milieu d'un jardin, le Barréfine. Et vous voyez dans ce pavillon qu'il y a des espaces réservés. Là, par exemple, et dans certains espaces, il se trouve qu'il y a encore des peintures. Alors dans cette architecture, on peut avoir, là encore, des supports très différents. On peut avoir des fresques et on peut avoir des peintures sur toile mélangées sans aucun problème. Donc ça, c'est le deuxième usage, et c'est vraisemblablement l'usage de la série qui se trouve aujourd'hui conservée à l'Inguimbertine. Ces tableaux sont régulièrement démontés, revendus, changés, etc. Dans la plupart de ces séries, il y a au moins un portrait du souverain, parce qu'il figure la présence physique de ce dernier. Il incarne donc la présence même du souverain, mais souvent vous avez également un prince qui l'accompagne. C'est le cas ici. C'est l'un de ses fils, en l'occurrence le prince héritier, mais qui sera héritier à vie puisqu'il est mort avant son père, Abbas Mirza, qui est aussi le père de Mohammad Shah. Et vous avez également, une dernière chose, des représentations cette fois beaucoup plus stéréotypées. Par exemple, un guerrier qui peut figurer la garde du souverain, mais au sens large, l'incarnation de la garde du souverain et donc de sa protection, où vous avez des danseuses aux cymbalettes, danseuses au tambourin, parfois musiciens et musiciennes. Donc cette fois, on est vraiment sur des stéréotypes, et j'ai presque atteint mes 17 minutes, il me reste une petite minute pour terminer, vraiment des stéréotypes de personnages de la cour, mais là encore, ce ne sont pas des portraits au sens occidental du terme, ce sont vraiment des portraits génériques. Alors en termes de technique, un petit mot sur la technique très très rapide, on dit souvent que c'est une importation de la technique occidentale. C'est un raccourci qui n'est pas complètement erroné, mais c'est un raccourci, parce qu'en réalité c'est un mélange de techniques occidentales et de techniques beaucoup plus traditionnelles et d'habitude plutôt utilisées sur du papier. Donc on va avoir effectivement une technique à l'huile, mais avec des pigments qu'on trouve depuis très longtemps en Iran, et un travail de la feuille métallique, par exemple, qui peut être sous-jacente. Il y en a sur les peintures de l'Inguimbertine, qui permet aussi d'avoir des empattements, d'avoir des reliefs. Et les vernis ne sont pas du tout utilisés non plus comme en Europe, ils sont utilisés de manière très différentielle, avec des liants différents en fonction des pigments sur lesquels ils sont appliqués. Donc c'est un peu un mélange entre les techniques de peinture sur papier, les techniques occidentales et les techniques de lac. On a un peu les trois mélangés. Alors ces modèles de peinture, de grande peinture, c'est ma dernière phrase, ces modèles de grande peinture architecturale, elles ont visiblement beaucoup inspiré Laurens. Il en a fait plusieurs dessins. Alors des dessins qui ne sont pas les mêmes que ce qu'il a reproduit, que les peintures qu'il a rapportées pour l'Inguimbertine. Vous en avez ici un exemple. Vous avez par exemple cette acrobate et cette joueuse de Santour qui ont été peintes à Téhéran. Mais on peut tout de même se demander si cette technique-là a eu un effet sur Laurens. Et il me semble que c'est plus dans l'esprit général de cette peinture que l'on peut le retrouver. En termes de technique, ça n'est pas le cas. En termes de sujet, effectivement, dans son portrait, son autoportrait en persan, il a repris quelques éléments, et notamment le cartouche, mais il semble vraiment que ce soit qu'il ait plus ouvert la voie à d'autres en collectionnant ces grandes peintures Kádjar, puisque c'est l'un des premiers, le premier, à en avoir rapporté en France, que c'est aujourd'hui la plus importante collection de peintures Kádjar, à mon avis, en France également, et même si elles sont entrées de manière dispersée dans les collections de l'Inguimbertine, c'est un ensemble tout à fait exceptionnel, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite désormais à aller les découvrir à l'étage supérieur. Je vous remercie de votre attention. Merci Donald Fellinger, merci beaucoup. Nous avons le temps de quelques questions. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Est-ce que vous souhaitez échanger ou apporter peut-être une information, une anecdote, un échange? Madame, bonjour. Déjà à cette époque, l'Iran était chiite. Et à quel moment l'interdiction de
de représenter des portraits ou des personnages est venue? Jamais. Jamais? Jamais. L'interdiction de l'image, elle n'a cours que dans le domaine religieux. Elle n'a absolument pas cours dans le domaine profane. Donc on a toujours eu des portraits, spécifiquement en Iran d'ailleurs, et il y en a dans les palais, il y a des représentations figurées depuis la période pré-islamique sans interruption. Bonjour, merci. Est-ce que les toiles ont été rapportées quand il est revenu en 1848 ou est-ce qu'elles ont fait l'objet d'un voyage suivant Non, c'est son seul voyage. Elles sont revenues effectivement en 1849, le temps qu'il rentre. Il s'est passé quelques mois. Donc effectivement, elles sont arrivées en France en 1849. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Avec ou sans micro, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le micro, hein, si ça vous gêne, allez-y. Hein. Ces peintures sont-elles des dons qui ont été faits en Iran ou bien c'est des choses qu'il a achetées sur des marchés? Alors, on n'a pas de trace de la façon dont il les a acquises. Les deux sont possibles. En Iran, le don et le contre-don sont beaucoup pratiqués, donc on sait qu'il donnait lui aussi beaucoup d'éléments. Il en a probablement beaucoup reçu en cadeau, puisque c'est une pratique extrêmement courante. Mais là, on n'a pas de traces précises de la façon dont il a pu les acquérir. Merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que l'art Qajar a durablement influencé son art à lui? Eh bien, c'est une question que je ne me pose, mais je ne pense pas véritablement. Je pense qu'il a été plus influencé par les paysages qu'il a pu voir, et d'ailleurs, il en reproduit tout au long de sa vie. Je pense aussi que la lumière, qui est très particulière en Iran aussi, a pu le marquer, mais je ne pense pas que les techniques véritables des objets qu'il a rapportés l'ont vraiment marqué. Dans le dessin peut-être, parce que comme il avait une formation extrêmement classique, il a peut-être aussi affiné son dessin avec ce qu'il a pu voir là-bas. Ça, c'est possible en revanche.